Bien le bonjour à tous. Pour l'instant, dans cette série de vidéos sur la philosophie morale, nous avons regardé des théories morales plus ou moins complètes. Mais ici, nous allons parler des critères minimaux aux bonnes théories morales. Cela ressemble à l'ambition de Kant, mais la démarche ne sera pas la même. Kant voulait les règles pour fonder la morale, alors qu'ici nous voudrons que les règles minimales que nous pouvons trouver sans vouloir fonder toute une morale. La première règle morale correspond à la proposition si je ne peux pas, alors je ne dois pas. Autrement dit, pour avoir une obligation morale, il est nécessaire d'avoir la possibilité de le faire. Une théorie morale qui nous dit que l'on doit agir d'une certaine manière qui nous est impossible est inutile. Car une théorie morale prescriptive doit nous dire ce que nous devons faire. Une théorie morale n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points. Donc si je ne peux pas faire une action, alors je n'ai aucune obligation morale à le faire. Cette règle implique que si le libre arbitre n'existe pas, alors la morale prescriptive n'a rien à dire. Avec le libre arbitre étant défini dans ce contexte comme la possibilité réelle de choisir de faire une action ou une autre, et que c'est notamment par sa volonté que l'on fait ce choix. Sans libre arbitre, n'ayant pas le choix de nos actions, nous n'aurions pas la possibilité de faire autrement, donc la morale n'aurait pas à nous dire de faire quelque chose que l'on ne peut pas faire. Mais dans ce cas, les seules fois où la morale aurait le droit de s'exprimer seraient pour dire de faire ce que l'on va déjà faire, ce qui rend la morale inutile d'un point de vue prescriptif. La règle « si je ne peux pas, alors je ne dois pas » est évidente lorsqu'on l'a entendue. Cependant, l'éthique de la vertu ne la respecte pas, car elle nous demande d'avoir des vertus, et donc un caractère stable et indépendant des conditions extérieures, ce qui est démontré empiriquement comme extrêmement improbable. Le déontologisme et le conséquentialisme de la règle aussi ne respectent pas non plus cette règle. Par exemple, dans le déontologisme, le mensonge est interdit. Et dans le cadre du conséquentialisme de la règle, un mensonge lorsqu'on sait que les conséquences seront mauvaises est interdite. Étant un mensonge, c'est aussi interdit dans le déontologisme. Mais imaginons que l'on vous drogue avec une drogue qui vous oblige à mentir. Vous avez conscience que c'est faux, mais si on vous dit de dire une chose à une autre personne, alors vous devez le faire. Imaginez que l'on donne cette drogue à une personne A pour qu'elle accuse de viol une personne B auprès de la police. C'est un mensonge qui aura de mauvaises conséquences sur la personne B, dont le déontologisme et le conséquentialisme de la règle l'interdisent. Mais la drogue est telle qu'il est impossible de ne pas le faire. Cette expérience montre bien que lorsque nous avons des règles à suivre, les fois où nous ne pouvons pas les suivre, nous agissons mal, alors que nous ne pouvions pas faire autrement. Par contre, le conséquentialisme, voulant aboutir au meilleur des mondes possibles, doit obliger des actions possibles. Donc parmi les morales que nous avons vues précédemment, le conséquentialisme est la seule qui respecte cette règle. La deuxième règle morale est que les cas similaires doivent être traités de manière similaire. D'un point de vue formel, nous pouvons dire que la fonction allant de l'ensemble des actions vers l'ensemble des jugements moraux doit être une fonction continue. Deux actions proches doivent avoir un jugement moral proche. Cette règle me semble bien respectée par les différents courants moraux de cette série de vidéos. Cependant, il faut encore être capable de définir ce que signifie similaire dans les deux cas. Un exemple classique correspond à l'argument de la Bugatti de Peter Singer. Il dit que si nous avons une Bugatti, qui est une voiture de sport extrêmement chère et qui pourrait être remplacée par une voiture moins chère tout autant utile mais moins plaisante à conduire, il imagine qu'un jour nous garions notre Bugatti sur des rails que les trains ne prennent plus. Ils ne sont pas dangereux, mais en pratique, on sait que les trains ne les prennent plus. Supposons que nous nous baladons ensuite à pied et que nous voyons de loin qu'un train arrive et va foncer vers un enfant qui joue sur les rails et ne le voit pas arriver. Imaginons que devant nous, nous avons une manette permettant de dévier le train vers notre voiture, et supposons que dans ce cas, les passagers du train n'auraient aucun problème. Nous avons donc le choix entre laisser un enfant mourir ou agir pour le sauver en sacrifiant notre belle voiture. Intuitivement, il semble indéniable qu'il est moralement obligé de sauver l'enfant, quitte à perdre notre belle voiture, qui ne nous est pas nécessaire mais contribue à notre bonheur, bien que sans nous puissions bien évidemment être heureux. Mais Peter Singer poursuit en disant que si l'on vend notre Bugatti pour acheter une voiture tout aussi pratique mais beaucoup moins chère, alors nous pourrions donner cet argent à des associations pour aider des enfants dans les pays pauvres. En le faisant, nous pourrions financer des traitements qui sauveraient littéralement des enfants et beaucoup plus que un. Peter Singer fait remarquer que les cas sont similaires. Dans les deux cas, il faut sacrifier une propriété luxueuse dont nous n'avons pas nécessité pour sauver des enfants. Il a conclu que l'action morale doit être similaire, c'est-à-dire le faire. Cependant, autant dans la première expérience de pensée il y a quasi-unanimité pour sauver l'enfant, autant dans le deuxième cas, la quasi-unanimité est dans l'autre sens. L'intuition est plutôt que nous n'avons pas d'obligation morale à renoncer au luxe pour sauver des enfants inconnus. Cette action serait bonne mais pas obligatoire. On appelle ce genre d'action des actions surérogatoires. Peter Singer défend l'altruisme efficace. C'est une branche de l'utilitarisme qui considère que les actions surérogatoires n'existent pas. Cette expérience de pensée est là pour le montrer. Par rapport à l'expérience de pensée de la Bugatti, il y a donc plusieurs possibilités. Soit la règle morale est fausse et nous n'avons pas à traiter les cas similaires de manière similaire, mais cette hypothèse est suffisamment simple pour être difficilement mise en défaut.
soit les cas décrits par Peter Singer ne sont pas réellement similaires, ce qui fait que les actions n'auraient pas à être similaires. Psychologiquement, ce qui peut faire penser que les actions ne sont pas similaires, c'est que dans un cas, on voit l'enfant, il nous est concret, alors que dans l'autre cas, ce sont des enfants hypothétiques. Donc on voit bien pourquoi psychologiquement les deux situations semblent différentes. Mais de manière pragmatique, le fait de voir l'enfant ne semble pas pertinent d'un point de vue moral. Ce n'est pas parce qu'il nous est plus concret qu'il l'est réellement. Ce sont tous des enfants faits de chair et d'os. Et ce n'est pas parce que notre cerveau n'est pas biologiquement sélectionné pour comprendre des situations si lointaines qu'il ne faut pas se forcer à le faire. Il ne reste plus qu'une seule possibilité. C'est notre intuition qui serait mauvaise. Mais ne voulant pas perdre notre confort, nous pouvons être prêts à user de nos merveilleux biais cognitifs pour ne rien changer à notre comportement. Le principe de traiter les cas similaires de manière similaire est très simple de premier abord, mais en plus de parfois amener à des règles contre-intuitives, comme on l'a vu précédemment, il permet de justifier de considérer chacun également, c'est-à-dire d'éviter les formes les plus grosses de discrimination et de prendre en compte les revendications importantes de chacun. La troisième règle morale est qu'il n'existe pas de crime sans victime. Si personne n'est lésé par une action, alors il ne faut pas l'interdire. Cette règle est encore une fois respectée par le conséquentialisme, mais pas par le déontologisme qui va par exemple interdire la masturbation alors qu'il n'y a pas de victime dans cet acte. L'éthique de la vertu pourra aussi interdire certaines actions sans victime si elles ne respectent pas les vertus. Par exemple, elle interdira de se moquer d'un acteur qui joue mal, même lorsqu'on est tout seul et que l'action n'aura jamais de conséquences. On pourrait penser que dans cet exemple, l'acteur est victime, mais il ne l'est pas vraiment, car il n'en subit personnellement aucune conséquence. Les conséquences étant très importantes en conséquentialisme de la règle, faire une partition des règles suivant les conséquences est tout à fait acceptable. Par exemple, se moquer tout seul peut être acceptable et se moquer lorsqu'il y a d'autres personnes serait inacceptable car les conséquences attendues seraient mauvaises. La quatrième règle morale est que ce que l'on se fait à soi-même ne relève pas de la morale. Si je suis le seul impacté par mon action, alors il ne devrait pas exister de système moral m'interdisant de faire cette action. Refuser cette règle morale revient à faire du paternalisme, c'est-à-dire interdire certaines actions pour le bien de cette personne sans considérer que la personne est capable de prendre des décisions pour elle-même et par elle-même. Le déontologisme ne respecte pas cette règle morale dans la mesure où il interdit notamment de ne pas entretenir ses capacités intellectuelles ou la masturbation, ce qui n'impacte que la personne en question. L'utilitarisme non plus ne respecte pas cette règle dans la mesure où faire une action qui pourrait baisser notre niveau de bonheur mais qu'on voudrait le faire pour des raisons propres, dans ce cas, il serait immoral de le faire alors que ça n'impacte que notre niveau de bonheur propre. De la même manière, la règle consistant à ne pas agir pour son bonheur baisse le bonheur général, donc il faut agir pour son bonheur, ce qui ne respecte pas cette quatrième règle dans le conséquentialisme de la règle. L'éthique de la vertu ne respecte pas non plus cette règle dans la mesure où c'est la doctrine tournée vers l'être voulant être moral. C'est la doctrine morale la plus paternaliste. La cinquième et dernière règle morale que nous allons voir dans cette vidéo est qu'il ne faut pas nuire aux autres. On pourrait penser que cette règle implique la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Sauf que la règle d'or est une mauvaise règle morale dans la mesure où on place nos envies en avant. Une règle morale beaucoup plus pertinente serait ne fais pas à autrui ce qu'il ne veut pas que tu lui fasses. Pour donner un exemple, imaginons qu'une personne A aime les massages et qu'une personne B n'aime pas. Dans ce cas, est-ce qu'une théorie morale devrait autoriser B à faire un massage à A s'ils sont consentants? La réponse est bien évidemment oui, car B ne cause aucun tort à A. Or, la règle d'or l'interdit car B fera à A un truc que soit A veut que B lui fasse, mais B n'aimerait pas qu'on lui fasse. Mais il ne faut pas rejeter totalement la règle d'or. En pratique, lorsqu'on fait une action qui a un impact sur une personne, il est important de connaître l'opinion de cette personne. Mais s'il nous est impossible de la connaître, alors se mettre à sa place en se demandant qu'est-ce qu'on ne voudrait pas subir correspond approximativement à la règle d'or et le mieux que l'on puisse faire à ce moment donné. Cette cinquième règle morale indique que le consentement est très important. Que si nous voulons faire une action ayant un impact fort sur une personne, il faut avoir son consentement préalablement. De plus, en utilisant la quatrième règle morale, on peut en déduire que si on a le consentement d'une personne, alors on peut faire l'action, même si cela coûte à la personne, car sinon la morale serait paternaliste. Par conséquent, dans une morale minimale, l'euthanasie devrait être autorisée lorsque la personne le demande. Le refuser consiste à considérer que la personne n'a pas son mot à dire sur sa vie. C'est faire une ingérence morale, lui interdire pour son bien, ce qui est totalement paternaliste. Cependant, lorsque l'on parle d'enfants, le consentement peut être plus difficile à être pris au sérieux. Par exemple, en droit français, on considère que les enfants ne peuvent pas être consentants pour un rapport sexuel avec un adulte. Donc même si l'enfant a verbalement dit qu'il était d'accord d'avoir un rapport sexuel, son consentement n'a aucune valeur. On considère que l'enfant n'a pas le recul permettant de prendre ce type de décision. Donc, on peut considérer qu'un certain type de paternalisme est acceptable pour des êtres dont le consentement n'est pas éclairé par la raison.
mais cela doit être des cas extrêmement rares. Toutefois, nier toute capacité à consentir est exagéré. Il ne peut être légitime de priver l'enfant de son consentement uniquement lorsque l'action pourrait lui nuire. Le conséquentialisme ne respecte pas cette règle par rapport aux demandes inacceptables où un grand nombre de personnes peuvent nuire à une autre s'ils sont suffisamment nombreux, alors que le déontologisme, le conséquentialisme de la règle et l'éthique de la vertu ne vont jamais directement nuire à une personne. Pour avoir une vue d'ensemble, je vous remets les règles morales minimalistes et je vous ai résumé la capacité des conceptions morales à suivre ces 5 règles dans ce tableau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire pause. Les courants moraux qui admettent des crimes sans victime ou considèrent que ce que l'on se fait subir à soi-même est moralement important sont dits maximalistes, car ils seraient trop contraignants par rapport à ce qu'une bonne morale devrait dire. Ils feraient preuve de paternalisme en imposant des conduites là où la morale ne devrait pas s'exprimer. Or, tous les systèmes moraux que nous avons décrits précédemment sont maximalistes. Une fois que nous avons un ensemble minimal de règles, il y a 2 attitudes possibles. La première est de supposer que ce sont exactement les seules règles morales, ce qui correspond au libertalisme défendu par Robert Nozick et au libéral égalitarisme défendu par John Rawls. La différence entre les deux réside surtout dans la deuxième règle, consistant à traiter les cas similaires de manière similaire, pris dans sa version minimale dans le libertalisme et dans une version beaucoup plus importante dans le libéral égalitarisme, où l'égalité devient beaucoup plus importante. Le libertalisme insiste énormément sur les libertés individuelles et notamment le droit à la propriété et insiste sur le fait que l'État n'est par exemple pas légitime à obliger des redistributions de richesses car il priverait certains d'une partie de leur propriété, qu'elle soit gagnée ou héritée. De plus, le libertalisme n'impose pas de sauver un enfant qui se noie devant nous, même si nous ne prendrions aucun risque. Nous n'avons moralement pas le droit de nuire directement, mais nous n'avons aucune obligation à intervenir pour sauver autrui. Ceci est pour beaucoup suffisant pour rejeter le libertalisme. Le libéral égalitarisme veut, quant à lui, contrebalancer la loterie naturelle par une redistribution qui devrait satisfaire tous les acteurs de la société avant de connaître leur place. Si je fais l'expérience de penser d'être avant ma naissance et que je me place dans un voile d'ignorance, c'est-à-dire que je ne sais pas si je deviendrai président, médecin, caissier, chercheur au CNRS, sans emploi, valide, handicapé, homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, mais j'ignore aussi mes futures convictions, notamment religieuses, et mes talents naturels comme ma force ou mon intelligence. La question est quelle redistribution voudrais-je ? Dans ce cas, par peur d'être en bas de la classe sociale, je voudrais un minimum de redistribution. C'est donc ce que propose le libéral égalitarisme. La deuxième attitude est de considérer que la morale minimale n'est pas suffisante, car elle laisse libre sur beaucoup de situations où l'on pourrait vouloir que la morale donne son avis. Par exemple, les 5 règles que nous avons listées précédemment n'imposent pas de sauver un enfant qui se noie. On pourrait donc penser qu'il faut aller plus loin, mais en respectant ces règles bien évidemment. Une idée possible serait de faire de l'utilitarisme sous contrainte. Il faut faire les actions qui maximisent le bonheur sous contrainte de respecter la morale minimale. Cette idée n'est mathématiquement pas absurde, la maximisation sous contrainte est très bien maîtrisée. Et cette vision permet de prendre en compte le fait qu'historiquement l'utilitarisme est une théorie morale que l'on peut considérer rétrospectivement comme féconde. Bien que cette idée puisse être remise en cause dans la mesure où les avancées de respect des droits des minorités, qui était l'exemple que l'on avait pris pour l'utilitarisme, peut aussi se justifier par les règles de la morale minimaliste, car les priver de certaines libertés est du paternalisme. L'idée d'ajouter l'utilitarisme à la morale minimale permet de prendre des décisions lorsque nos actions impactent fortement autrui, mais que nous ne sommes pas dans la possibilité de leur demander leur avis. Dans ce cas, si on ne sait pas ce qu'ils veulent, agir pour augmenter le bonheur ne semble pas une mauvaise idée. On pourrait penser que la morale minimaliste est pauvre vu son nom, mais ce n'est pas exactement le cas. La morale minimaliste l'est principalement par rapport aux interdictions, mais les autorisations peuvent être très riches. Je vais maintenant vous donner un exemple d'interdit moral dans nos sociétés occidentales qui ne devrait pas être interdit par rapport à la théorie morale minimaliste. Il s'agit de ce que Ruyen Ogien appelle l'inceste en toute innocence. Il imagine un frère et une sœur qui passent un week-end ensemble dans un chalet. Ils se disent que ce serait amusant de faire l'amour ensemble. Ils sont tous les deux majeurs, consentants et parfaitement conscients du principe d'inceste, et utilisent des moyens de contraception pour ne pas enfanter. Ils font donc l'amour et décident de ne plus le refaire pour ne pas risquer de choquer la société. Dans ce cas, ont-ils mal agi moralement ? Avec la morale minimale, comme il n'y a pas de victimes et qu'ils étaient consentants, il ne faut surtout pas leur interdire une telle action. Cette question a été posée à un panel large de personnes, autant sur l'origine sociale, l'âge, le sexe, la religion et les jugements moraux étaient convergents. Ils étaient contre. Mais lorsque les chercheurs leur demandaient la raison, ils répondaient que c'était à cause du risque d'avoir un enfant mal formé. À ce moment, l'expérimentateur leur explique qu'ils ont pris toutes leurs précautions par rapport à cela. Ils passent donc à une autre raison. Ce serait à cause d'un risque traumatique pour les frères et sœurs. L'expérimentateur explique qu'ils étaient conscients de l'acte et qu'ils n'ont eu aucun problème psychologique. Ils changent encore de fusil d'épaule et disent que la relation pourrait offenser la société.
Mais l'expérimentateur explique qu'ils ne le referont pas et n'en parleront pas. À ce moment, les gens n'ont plus vraiment de raison. Ils continuent à être contre, mais sans raison rationnelle. Cela est une illustration parfaite du principe fondamental de la psychologie. On a une opinion et ensuite on la justifie. Et cela de manière inconsciente en général. On comprend bien pourquoi, évolutivement, des personnes dégoûtées par l'inceste ont une descendance plus viable à cause de la consanguinité. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à que nos mécanismes cérébraux, créant nos intuitions morales, puissent engendrer une haine de l'inceste, même entre adultes consentants. Mais il ne faut pas suivre aveuglément nos intuitions. S'il n'y a pas de victime, alors il n'y a pas de raison d'y voir un crime. En guise de conclusion, je vais rappeler que la morale est extrêmement importante pour l'harmonie d'une société, car elle fonde bon nombre de lois, comme la protection des enfants. Cependant, le minimalisme moral nous invite à ne pas surinterpréter cette nécessité de morale en créant des crimes sans victime. Il faut une morale permettant d'empêcher certaines actions, mais il ne faut pas que cette morale soit paternaliste.